Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel enregistrement audio, un nouveau rendez-vous intitulé Mardi Moi Tout qui s'installe sur la grille des programmes de Génération Optimiste. Alors pour celles et ceux qui découvrent l'émission, le principe est simple. Chaque mardi soir, je vous invite à découvrir la personnalité d'un invité à travers une vingtaine de questions récurrentes. Notre invité est choisi au hasard de l'actualité, il peut s'agir d'un expert, d'un professionnel du développement de la personne, d'un sportif, d'un artiste et même d'un people. Cette semaine, il s'agit de Valérie Madège. Elle est experte EFT sur Génération Optimiste. L'occasion pour nous de vous offrir un moment particulièrement positif avec une invitée tout à fait engagée dans ce sens, une femme remarquable, histoire de ne pas manquer de vous faire vivre le monde autrement. Ludovic Bezeron pour vous servir durant ces prochaines minutes. C'est donc parti pour un nouveau numéro de Mardi Moi Tout sur Génération Optimiste. Allez, on démarre tout de suite l'émission, juste après ça. Bonjour Valérie, merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vous connaissez le principe de l'émission parce que vous y avez déjà participé. Revenons à votre expertise. Vous êtes spécialisée dans la gestion de la douleur. C'est quoi au juste ? La douleur ou la gestion de la douleur? En fait, la douleur, c'est quand on a des sensations désagréables qui nous viennent du corps ou de l'esprit d'ailleurs. Et la gestion de la douleur, c'est apprendre à les accepter et surtout ne pas les retenir. Parfois, on a une tendance naturelle et inconsciente à se focaliser sur ces douleurs et du coup, on les retient. On parle dans la douleur d'une douleur physique ou d'une douleur psychique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous voyez les choses ? En fait, je pense que les deux sont liés. Enfin, je pense et j'en suis certaine. Il y a eu des études qui ont été faites par des neurobiologistes qui, grâce à des IRM entre autres et des scanners et des électroencéphalogrammes, se sont rendus compte qu'en fait, le chemin qui est utilisé pour le processus de la douleur au niveau du cerveau est le même que celui utilisé pas le même, mais utilise des zones identiques que pour les émotions. Donc ça veut dire qu'il y a 2-3 zones du cerveau qui sont utilisées pour les émotions et qui interviennent dans la douleur, qui sont par exemple l'hippocampe, il y a le cortex préfrontal, et ça parle donc, ça gère l'attention, ça gère l'émotif, ça gère la peur, voilà, entre autres choses. Est-ce qu'on peut parler de douleur émotionnelle ? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est même peut-être, entre guillemets, les pires, parce qu'elles ne se voient pas, donc elles sont difficilement compréhensibles par l'entourage. Et ça a une tendance à isoler les personnes qui en souffrent, qui en sont atteintes. Alors quand on parle de douleur, on parle souvent de mal aux dents, mal au dos, mal aux muscles, etc., etc. Est-ce que ces douleurs, en réalité, sont associées avec le moi intérieur ? Avec le moi intérieur ? Quand on a, par exemple, mal aux dents, est-ce que ça signifie pas quelque part que notre corps nous indique une douleur, donc le mal aux dents, en réalité pour identifier autre chose? Oui, ça j'y crois de plus en plus. Et pourtant, Dieu sait qu'au début, quand on m'a diagnostiqué la dystonie, je refusais cette possibilité qu'en fait j'ai pu entre guillemets déclencher cette maladie. En fait, je pense qu'effectivement, à des moments de notre vie, on a on se fout la cheville, on se fait mal au dos, enfin on a plein de petits accidents comme ça. Et puis des intuitions très fortes qui nous disent que ce qu'on est en train de faire, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux, ou qu'on est en train de vivre une situation qu'il faut abréger rapidement, etc. Simplement parce qu'on est dans le flot du quotidien, etc. On passe au travers. Et à un moment donné, il y a un système d'autoprotection de notre moi, de notre inconscient, qui va faire que on va nous donner une occasion de s'arrêter et pour de bon. Et généralement, c'est par une grosse douleur invalidante, genre je me casse un pied ou autre. Ou alors ça peut aller même beaucoup, beaucoup plus loin, c'est-à-dire avec des maladies comme j'ai moi ou même comme un cancer. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que au final, le corps réagit à travers la douleur comme un système d'alarme, c'est ça ? Tout à fait. Il faut quand même savoir que la douleur, c'est à la base une sensation, comme un sens, si vous voulez, comme l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. C'est juste, voilà, c'est une information, c'est un message de notre corps qui nous prévient d'un danger. Alors ça peut être effectivement le truc qu'on connaît le plus, c'est lorsque j'approche ma main d'une flamme, je vais la retirer parce que le contact de la chaleur
mon cerveau va envoyer comme stimulus, attention, il y a un risque de brûlure. Donc forcément, on va retirer la main. Pour des douleurs qui sont moins explicables, comme des douleurs chroniques, comme la fibromyalgie ou ce genre de choses, ça se passe à un niveau plus profond, mais ça reste pour le même mécanisme. C'est de la protection. Si on parle de protection, est-ce que ça veut dire qu'on peut mesurer la douleur? Est-ce qu'il existe une échelle de mesure de la douleur? Oui, depuis peu de temps, elle est utilisée en France, mais depuis en fait l'apparition des centres antidouleurs et de la prise en charge de la douleur par les circuits médicaux classiques, on a une échelle de douleur de 0 à 10. Et souvent d'ailleurs maintenant en milieu hospitalier, quand on vous opère, etc., moi personnellement les derniers temps là où j'ai été hospitalisée, on a eu de cesse de me demander quasiment toutes les demi-heures où j'en étais au niveau de la douleur de 0 à 10. C'était assez impressionnant. Donc là-dessus au moins, il y a une vraie prise en compte qui a été faite au niveau des services médicaux, des milieux hospitaliers, et maintenant on peut mesurer. Mais c'est subjectif, attention, ça reste subjectif. J'imagine qu'un enfant réagit différemment d'un adulte en pleine force de l'âge, et une personne âgée est différente, je dirais, également d'un enfant ou d'un adulte. Donc chacun a son degré de douleur. On a des seuils de tolérance, oui, de la douleur qui sont déjà naturels, et puis il y a ceux qu'on va acquérir de par nos expériences. Je dirais qu'un enfant, si vous remarquez les enfants, au niveau des enfants malades, etc., ils ont une faculté de résilience, c'est-à-dire de transformer ce qui leur arrive en quelque chose de positif et de rebond, qui est extraordinaire. Mais c'est surtout parce qu'ils sont vierges au niveau de leur ardoise personnelle. Ce sont des petits enfants, ils n'ont pas, pour la majorité, un vécu difficile. Donc en fait, la douleur, elle est là, ils le comprennent bien que c'est un message, ils comprennent bien qu'il va y avoir une bataille derrière, et ils se battent, et ils monopolisent toute leur attention sur la bataille et non pas sur la douleur. Alors qu'un adulte fait plutôt l'inverse, malheureusement. Est-ce que la mémorisation de la douleur nous pousse à, quelque part, avoir plus mal dans une même situation? Ça serait plutôt diminué dans ce cas-là. Non, en fait, c'est pas que ça va augmenter l'intensité de la douleur, ça va augmenter le temps de réponse. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un phénomène d'apprentissage, donc qui s'opère. On a un cerveau qui est très très bien fait. Des fois, on aimerait qu'il le soit moins dans ce cas-là, en l'occurrence. Il y a ce qu'on appelle la neuroplasticité, c'est-à-dire que votre cerveau va, quand il se passe quelque chose de façon fréquente, eh bien, il va faire en sorte que les connexions entre les neurones qui facilitent ce processus, eh bien, il va raccourcir certaines étapes pour que ça aille plus vite. Et dans les cas des douleurs chroniques, c'est ce qui se passe, et ça prend exactement le même mécanisme que celui utilisé pour les mémoires à long terme. Et c'est là où ça devient un petit peu problématique. Vous êtes sur Génération Optimiste, Ludovic Bezeron en commande d'un nouveau numéro de Mardi Moitou. Je suis très heureux de vous accompagner sur le chemin de la découverte, de la rencontre et surtout de la bonne humeur. Nous sommes en compagnie de Valérie Madège, experte EFT, gestion de la douleur. Deuxième partie intitulée « En savoir plus sur la douleur ». Alors Valérie, l'action des médicaments sur la douleur, c'est réel, c'est placebo, comment ça fonctionne ? Un peu des deux. L'effet placebo a été prouvé, comme l'effet nocebo d'ailleurs, c'est-à-dire que notre inconscient est très puissant. Si vous partez du principe qu'un médicament est bon, il y a des chances qu'il fonctionne pour vous. Comme si vous partez du principe que ce médicament est bon, mais qu'il a plein d'effets indésirables et que vous allez en subir les conséquences, effectivement, vous avez 5 chances sur 6 d'effectivement avoir ces effets secondaires. Par contre, en termes d'antidouleurs, les médicaments sont efficaces. Mais comment dire, le processus de la douleur est tellement complexe et utilise tellement d'hormones, de matériaux biochimiques, on va dire, qu'il est difficile, à l'heure actuelle, il n'y a pas un grand panel d'antidouleurs. Vous tombez dans les opiacés, la morphine, ou alors les anti-inflammatoires, donc ça va bloquer des récepteurs, mais ça ne va pas répondre à la douleur globale, et surtout pas à la composante psychologique. Alors par exemple, j'ai mal aux dents, je vais utiliser effectivement des produits comme du Doliprane, etc., enfin ce type de produit, mais tout à l'heure on parlait d'un processus d'alerte
Le corps se met en alerte et la douleur, finalement, c'est une sorte de sirène d'alarme qui nous indique que effectivement il y a quelque chose qui se passe dans ma bouche, en l'occurrence, si j'ai mal aux dents. Mais si je prends donc un médicament, je stoppe la douleur, mais le mal lui reste, non? Eh bien oui, dans ce cas-là bien précis, faut certes faut bloquer la douleur pour une question de confort. Donc vous allez prendre votre médicament, mais il faut surtout foncer chez votre dentiste. C'est évident, parce que sinon la douleur elle est là pour vous signaler que vous avez une carie, que cette carie elle peut aller dans la mâchoire, infecter la mâchoire, et qu'une infection de la mâchoire peut vous provoquer une infection cardiaque. Et ça peut aller jusque-là. Donc oui, quand vous avez mal, vous prenez un médicament, mais quand la douleur se répète trop souvent, il faut aller consulter. Ça signifie que quelqu'un qui aurait des migraines, par exemple, le processus, c'est le corps, encore une fois, il se met en alerte, mais il faut véritablement consulter pour trouver la cause, la raison qui fait que cette personne a des migraines. Toujours, même si vous utilisez des techniques comme celles que je fais, ou d'autres, ou l'hypnose, ou ce que vous voulez pour traiter les émotions, il faut toujours consulter le médecin. Tout simplement parce que vous pouvez masquer la douleur, mais du coup vous occultez le problème. Et pourtant le problème il est toujours là. Donc je prends l'exemple par exemple d'une grosse entorse que je me suis faite quand j'étais en stage avec Louis Gervais. On m'a passé la douleur avec le l'EFT, on s'est tous mis à tapoter ensemble, la douleur est passée, mais mon pied était bleu. Donc, si j'étais repartie pour faire un footing, mais c'était sûr que là, je me créais une grosse déchirure, etc. Donc, j'ai remarché sur mes deux pieds, mais j'ai mis, un strapping, et j'ai fait attention pendant une quinzaine de jours, parce que bon, l'entorse était malgré tout là, même si je n'avais plus mal. Alors, quand on parle de gestion de la douleur, est-ce qu'il existe des actions précises justement pour lutter contre la douleur? Alors on va éviter de lutter contre, pour commencer. On va lutter pour la solution. La douleur, déjà, on va arrêter de la prendre comme une ennemie. On va se dire, voilà, c'est un signal de mon corps, il y a un message derrière. J'accepte cette douleur. Ça m'ennuie, ça m'enquiquine, je me sens pas bien, mais je l'accepte, je l'accueille et je la laisse partir. Et je vais défocaliser mon attention de cette douleur. Donc je vais faire ce qu'il faut, je vais poser les actions en termes de médicaments. Si il faut, je ferai de la relaxation, de la méditation, de l'EFT, etc., etc. Et après, je passe à autre chose. Il faut faire des mots croisés, regarder un film, bouquiner, sortir, se promener. Il faut absolument se déconcentrer de la douleur. Troisième et dernière partie de notre émission Mardi-moi tout sur Génération Optimiste. Nous sommes en compagnie de Valérie Madège, experte certifiée Go, que vous pouvez retrouver à l'affiche de notre site www.génération-optimiste.com. Parlons peu, mais parlons bien. Parlons, Valérie, de votre domaine d'expertise sur Go. Vous êtes experte EFT, spécialiste dans la gestion de la douleur. Alors moi, j'ai une question à vous poser. Les techniques reconnues par l'État sur la gestion de la douleur, c'est quoi? Alors, c'est très ambigu, parce qu'ils le reconnaissent pas, mais ils l'admettent. Dans les centres antidouleurs, maintenant, on voit proposer souvent la sophrologie, la méditation et toutes les techniques, l'hypnose, l'auto-hypnose. Même l'hypnose est utilisée pour des anesthésies générales, dans le cas de personnes qui ont des problèmes cardiaques ou qui sont trop âgées pour subir une intervention, une anesthésie générale. Donc, pour le moment, il y a une certaine, disons que les médecins commencent à ouvrir les yeux sur la possibilité que effectivement il y a peut-être d'autres moyens que l'allopathie pour traiter les douleurs, ou en tout cas que ça peut être une médecine complémentaire. Et ça, c'est bien. Alors, il existe des courants un petit peu parallèles dans la gestion de la douleur. Ce que j'appelle parallèle, je sais pas, moi, j'ai des amis qui, par exemple, souffrent de migraine, et on a tendance à les soigner avec des médicaments extrêmement puissants à base d'opium, je crois. Je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est de l'opium. Ouais, c'est des opiacés, ouais. Voilà. Alors, ce que j'appelle les courants parallèles, c'est bon, on a les produits chimiques, on a les produits naturels, donc on peut imaginer à base de cannabis, etc. Pourquoi pas. Et puis, on a les fameuses techniques. Quand on fait un mélange de tout ça, on a un peu de mal à s'y retrouver. Est-ce que vous pouvez faire un petit peu, je dirais, la synthèse de tout ça? Je dirais qu'en tout premier lieu, on a mal. Ok, on a la douleur. On va consulter le médecin et on va prendre le traitement qu'il nous donne. D'accord? Ça, c'est pour stopper l'urgence. Derrière ça, on peut commencer à appliquer des techniques parallèles. Donc, ils vont être, comme j'ai cité, le EFT, l'hypnose, la sophro, la méditation, etc. On va utiliser ces techniques-là. Au fur et à mesure qu'on va se rendre compte qu'on a
notre perception, enfin on se sent de mieux en mieux, on va pouvoir commencer à aller voir notre médecin et lui en parler et lui dire bon bah voilà, je me sens mieux, est-ce que on peut envisager de réduire mon traitement? Et on fait des essais comme ça. Ne jamais arrêter un traitement, surtout sous opiacés ou anti-inflammatoire ou quoi que ce soit, dans tous les cas, ne jamais arrêter un traitement de son plein gré. Parce qu'il peut y avoir un phénomène d'accoutumance, et si vous arrêtez d'un coup, vous risquez d'avoir un choc. Et ce choc-là, ce choc de sevrage, on appelle ça, ça risque d'augmenter et de multiplier par 10 000 vos douleurs, et c'est violent, quoi. C'est comme un drogué qui est en manque de sa drogue, de sa cam. Donc ça, il faut vraiment faire attention à ça. Alors justement, il y a une habitude qui se crée à prendre des médicaments, j'imagine, et surtout ce type de médicaments. Je crois ne pas me tromper en disant cela. Michael Jackson souffrait effectivement d'un certain nombre de douleurs et il prenait constamment des médicaments avec des consommations de plus en plus importantes jusqu'à un moment donné où je crois le cœur a lâché. Est-ce que ça peut nous arriver? Est-ce qu'on peut sombrer aussi dans ce genre je dirais, de processus? Là, c'est un petit peu différent parce que les médicaments qu'il prenait, c'était des anesthésiants, et cette personne était tellement, à mon avis, dans la déprime que c'est en fait, il a obtenu une drogue légale. Il aurait pu prendre de la cocaïne, ça aurait eu le même effet. Ce que je veux dire, c'est ça qu'il recherchait comme effet. C'était s'anesthésier, mais dans le vrai sens du terme. Donc c'est vrai qu'il y a des médicaments qui, les opiacés, les opioïdes et tout ça font un petit peu planer. Donc c'est pour ça que c'est bien de pas en prendre, faut en prendre le moins longtemps possible. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Maintenant, il y a des personnes qui n'ont pas le choix. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il peut y avoir un phénomène d'accoutumance et ça peut devenir vraiment problématique de s'en passer. C'est vrai. La société face à la douleur, est-ce que on est vraiment dans une prise de conscience des gens qui souffrent et que pense la société des gens qui souffrent? Le corps médical en prend conscience, la société en elle-même, pas vraiment. Pour peu que vous ayez une douleur invisible, ils vous croient pas, ils vous prennent pour des fous, ou ils disent que vous prenez pas assez sur vous, vous avez pas assez de volonté, ou que c'est dans votre tête, ou il y a un espèce de mélange de tout ça. Il y a une non-reconnaissance, ouais. Vraiment, il y a une non-reconnaissance à ce niveau-là. C'est dommage. Est-ce qu'il existe des centres spécialisés? Tout à l'heure, j'ai cru entendre dans vos réponses effectivement que oui, mais je voudrais que vous me le confirmiez. Oui, il y a des centres antidouleurs qui existent, qui sont rattachés généralement dans les grands hôpitaux, les CHU, donc Montpellier, à Paris, il y en a plein, Lyon aussi, il y en a quelques-uns. Il y en a sur Carcassonne d'ailleurs. Voilà, faut s'en renseigner. Vous demandez à votre médecin. Il faut une lettre du généraliste ou du neurologue qui vous suit ou du rhumatologue, etc. Et par contre, il faut être très très patient parce que malheureusement, comme ils sont pas très nombreux, pas assez en tout cas, et qu'ils sont tenus par des anesthésistes, donc des gens qui sont quand même très occupés au niveau du bloc opératoire, eh bien, il y a un délai d'attente qui est très très long. Mais ils ont de vraies solutions, par contre, vraiment. Alors dans la douleur, on a vu qu'il y avait la douleur physique et la douleur psychique. La douleur physique, on comprend bien, c'est une douleur qui est visible, et tout à l'heure vous disiez qu'effectivement le plus difficile peut-être c'était de gérer la douleur psychique, qui est une douleur invisible. Alors le regard de notre entourage, de nos proches sur cette douleur invisible, vous dites que c'est pas toujours évident. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que vous pouvez vraiment nous aider dans ce regard que pose notre entourage sur cette douleur invisible? La douleur invisible, elle concerne aussi les douleurs chroniques, les douleurs qui ne sont pas comme les fibromyalgies, comme ce que j'ai. Voilà, on n'est pas, je veux dire, je porte pas de plâtre, j'ai pas un bras coupé ou voilà. Donc quand on dit qu'on a mal, les gens nous regardent et ne veulent pas nous croire. Alors je pense qu'à un certain moment, ça serait bien que l'entourage, sans aller dans le sens de la personne, mais il ne s'agit pas de faire de la compassion et d'être compatissante et larmoyante, il s'agit juste d'être tolérante et d'accepter l'idée que la personne en face de vous puisse souffrir, même si vous ne comprenez pas pourquoi elle souffre, mais simplement le reconnaître. Et à partir du moment où la personne va se sentir reconnue, après, c'est pas la peine de s'appesantir sur le sujet. Au contraire, elle a besoin de vous, c'est pour se distraire et pour savoir qu'elle peut compter sur vous au cas où vraiment elle n'arrive plus à faire face. Mais c'est important cette reconnaissance de la part des siens, parce que de toutes les personnes que
que je traite ou avec lequel je suis en contact, c'est à chaque fois ce qui revient. C'est on me prend pour une folle, je m'isole de plus en plus, je n'ose plus aller nulle part parce que les gens ne me croient pas, on me critique, on me juge et ça devient insupportable. C'est dommage quand même. Alors en conclusion, justement, de l'autre côté du miroir, c'est pas usant d'aider ceux qui souffrent? Non. Non, c'est pas usant. C'est pas usant. En plus, avec le FT, ce qui est bien, c'est quand je tapote, pour les autres, ça tapote aussi pour moi. Je veux dire, il y a des effets aussi pour moi. Non, c'est pas usant, c'est très enrichissant. Parfois, c'est souvent très émouvant parce que il y a des personnes qui sont vraiment en détresse et ça me fait énormément de peine de les voir comme ça. Et en même temps, je suis satisfaite de pouvoir leur communiquer ce que je sais, ce que j'ai appris et ce que je vais continuer à apprendre parce que je suis loin de tout savoir. J'ai encore des tonnes de choses à apprendre et j'en suis ravie à ce niveau-là. Je suis vraiment ravie de pouvoir avoir cette possibilité de rentrer en contact avec ces personnes et de leur tendre la main en leur disant bon ben voilà, tu vois, t'es pas tout seul, il y a encore ça et ça et ça qui est possible de faire. La semaine dernière, on recevait Lucie Boulagnon qui nous disait que nous sommes des élèves permanents, hein, on apprend tous les jours. Pour ce qui est de vous, Valérie, on aura le plaisir de vous retrouver sur les rendez-vous du jeudi. Et par contre, c'est nous qui allons devenir vos élèves puisque vous allez nous enseigner vos méthodes, votre pratique, l'EFT. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous en dire quelques mots? Donc oui, effectivement, vous allez me retrouver ce jeudi 27 à partir de 21h, donc 27 février à partir de 21h, où j'aurai le plaisir donc de présenter la deuxième partie de la conférence que j'avais faite en janvier, où j'avais parlé de la douleur, mais plus dans le sens physiologique, mécanisme, etc. Là, on va aborder davantage le côté technique, puisque je vais vous apprendre des techniques, vous indiquer des techniques pour soulager et gérer cette douleur. Et puis, on fera carrément des exercices pratiques, notamment en EFT, mais on fera aussi des exercices de visualisation. Et puis, oui, j'ai préparé, je suis en train de préparer 3-4 protocoles sur des thèmes que des personnes qui sont en souffrance m'ont demandé de faire. Et puis, je propose aussi à partir de mercredi 5 mars, et je pense qu'on fera un atelier tous les mois. Donc, un atelier qui est ouvert aux débutants ou aux personnes qui sont peut-être plus confirmées, qui est ouvert à 10 personnes maximum. Donc, c'est un atelier vidéo. Hein, on sera en webconférence directement, on pourra dialoguer les uns avec les autres et surtout on va pouvoir tapoter sur la problématique de chacun. Donc c'est des ateliers qui durent 90 minutes et puis qui coûtent 30 €. Voilà, j'ai choisi d'être très accessible pour que tout le monde puisse vraiment avoir accès à ce type de technique et surtout s'entraîner. Donc je rappelle Valérie qu'on se retrouve pour le rendez-vous du jeudi, c'est-à-dire le 27 février prochain, dès 21h sur le réseau de Génération Optimiste, sur la salle virtuelle. Pour l'heure, eh bien, je vous remercie d'avoir participé Valérie à ce nouveau numéro de Mardi Moitou. Merci à vous Ludovic et puis à très bientôt, j'espère jeudi, qu'on se verra tous jeudi soir. Merci d'avoir partagé votre vécu. Je vous souhaite naturellement une vie remplie d'optimisme. Nous arrivons donc au terme de cette capsule audio. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir en notre compagnie. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Mardi Moitou. C'était Ludovic Bezeron pour Génération Optimiste. Allez, à très bientôt. Bye.